François, minuit pile, ce soir sur la 5, dernier coup de gong et peut-être dernier espoir pour une chaîne désormais en sursis. Aujourd'hui, Yves Sabouret a en effet annoncé le dépôt de bilan devant les 820 salariés dépités. Hachette se désengage et pour le moment, on ne voit pas d'autres repreneurs. Reportage chez nos confrères de la 5 aujourd'hui, Laurence Bobillier, Raymond Sardabi. La 5, version Hachette, c'est fini. Le dépôt de bilan est officiel et ce matin, à l'issue du conseil d'administration, le personnel est sans illusion et le représentant du groupe Berlusconi, actionnaire à hauteur de 25%, ne mâche pas ses mots. Est-ce qu'Hachette a commis des erreurs à votre avis? Les résultats sont là, l'échec est patent. On sait qu'il faut 3 millions de francs par jour pour que la chaîne puisse vivre. Donc maintenant, il va essayer de faire un tour de table, essayer de trouver des repreneurs. S'il y a repreneurs, on survivra. Sinon, ce sera l'écran noir d'ici une semaine ou 15 jours. Je crois que c'est un jour terrible pour nous tous, mais je voudrais essayer d'abord... En début d'après-midi, Yves Sabouret, le PDG de la chaîne, s'est adressé à l'ensemble du personnel. Pas de surprise, tout avait déjà été dit, le ton était amer et les réactions bien résignées. J'ai l'impression que c'est quasiment terminé. On a vu devant nous un PDG qui en fait n'est pas bien dans sa peau. Il nous dit que c'est terminé, alors nous on n'a plus qu'à espérer un miracle. Et on serait prêt à recommencer, il y a une capacité de mobilisation extraordinaire dans cette maison. Mais enfin alors je vous parle, je crois qu'il ne faut pas, malgré la date, il ne faut pas croire au Père Noël, hein, c'est comme ça. La 5 continue, mais jusqu'à quand? Il appartient maintenant à la justice et au CSA de se prononcer. Justement, que peut-il se passer maintenant pour la 5? Difficile de le dire. Le pire, ce serait la mort de la chaîne et l'écran noir. Le meilleur, l'arrivée d'un nouveau repreneur. Quelles sont les hypothèses à retenir après ce dépôt de bilan? Réponse avec Sabine Grandjean. À partir de ce soir, minuit, les actionnaires de la 5 n'assurent plus son financement. Mais cela ne veut pas forcément dire que la chaîne cessera ses émissions dans l'immédiat. Première étape, en fin de semaine, le tribunal de commerce de Paris constatera la cessation de paiement et nommera un administrateur judiciaire. Au cours d'une période pouvant aller jusqu'à 18 mois, celui-ci va geler puis évaluer les dettes de la société et envisager des solutions. S'il estime que la chaîne n'est pas viable dans les conditions actuelles d'exploitation, il peut demander sa liquidation judiciaire. Les biens de la 5 seraient alors vendus, la totalité du personnel licencié. Seconde solution, un repreneur se manifeste, ses conditions concordent avec celles de l'administrateur judiciaire, il reprend la chaîne. Pendant toute cette période, les émissions devraient se poursuivre sous le contrôle de l'administrateur judiciaire. Selon l'avocat consulté par les salariés, il ne s'agit pas tout à fait d'une procédure classique de dépôt de bilan. Si elle est viable, je pense qu'une solution devrait être trouvée dans des délais beaucoup plus rapides qu'une période de 18 mois. Il est incontestable que s'il s'agit d'une entreprise industrielle au sens propre du terme, la période de 18 mois peut se justifier, pas s'il s'agit véritablement d'une entreprise audiovisuelle où on peut modifier l'ensemble des éléments, je dirais, dans un délai relativement bref. Quoi qu'il en soit, les positions du Conseil supérieur de l'audiovisuel restent décisives. Lui seul gère l'autorisation d'émettre. Aucun repreneur ne peut être accepté sans son approbation. Et enfin, il est le seul à pouvoir assouplir les règles du jeu de l'exploitation de la chaîne. Solution jusqu'à présent exclue par les 9 sages du CSA. L'autre fait marquant de l'actualité aujourd'hui, c'est la libération des frères Bourkat. 3 hommes emprisonnés depuis 18 ans au Maroc, 18 ans sans jugement. Ils ont été graciés aujourd'hui par l'homme qui les a fait emprisonner, Hassan II. Une nouvelle grâce présidentielle après celle d'Abraham Serfati et de la famille Oufkir. Béatrice Nivois. Ces 3 citoyens français, commerçants, hommes d'affaires, proches de la famille royale, René, Jacques, Auguste Boureka, ont été enlevés en juillet 1973 en plein Rabat. À l'époque, aucune explication n'avait été donnée à leur famille. J'ai jamais pu savoir ni pourquoi ni comment et s'il y avait eu un jugement. Pour moi, c'était une arrestation arbitraire. Ils n'ont jamais été jugés. Le roi leur reproche d'avoir espionné pour la France et Israël. Les 3 frères auront passé 18 ans au bagne de Tazmamart sans aucun contact avec leur famille. Transférés à la prison de Kénitra en septembre dernier, ils sont aujourd'hui libres chez leur sœur à Casablanca. J'ai eu mon père, mes 2 oncles ce matin au téléphone, et depuis 18 ans. Donc je me souvenais même plus de leur voix, c'était assez drôle, mais en fait c'était comme si on venait juste de se quitter. On a parlé de choses gaies, du futur, de ce qu'on allait faire ensemble, de ce qu'on allait visiter. Le consul de France à Casablanca les a rencontrés ce matin. Les 3 frères veulent revenir à Paris le plus vite possible. Ils sont français, ils ont le droit de revenir ici, pas dans 107 ans. Pas dans 1 an, pas dans 15 jours, mais
Si ce n'est pas aujourd'hui, ce sera demain. Mais on n'attendra pas plus longtemps. Mais Hassan II les laissera-t-il sortir aussi facilement de son pays? Les trois frères Boureka seraient en effet les premiers prisonniers pouvant témoigner de Tazmamart, bagne dont le roi a toujours nié l'existence et dont il a annoncé la destruction en septembre dernier. Et justement, le bagne de Tazmamart puis la prison de Kénitra, les trois frères Bourkat ont vécu une grande partie de leur détention aux côtés d'un autre opposant, Abraham Serfati. Il est aujourd'hui très heureux de cette libération, mais il reste aussi très critique vis-à-vis d'Hassan II. Abraham Serfati qu'a rencontré cet après-midi Caroline Sins. La libération des frères Bourkat est un événement important dont on doit tous se réjouir. Elle intervient dans le cadre, comme je l'ai souligné ces derniers mois, de l'affaiblissement du régime de Hassan II dû à la croissance des luttes du peuple marocain, qui se sont accentuées encore ce mois de décembre, et à la pression de l'opinion internationale. Et par cette opinion internationale de leur gouvernement, notamment français dans le cas précis des frères Bourkat. 1991, la tourmente et les changements. 1992, la grande interrogation. Les Russes vivent aujourd'hui leur dernier réveillon avant la libération des prix. Réveillon, c'est beaucoup dire. Les difficultés économiques sont si importantes qu'il est bien difficile de faire un repas de fête. Hélène Frandon. Une étoile rouge sur la place du Kremlin à Moscou s'apprête à fêter le nouvel an. Mais ici, le réveillon se paye au prix fort. Il faut compter 5 heures d'attente, par exemple, pour acheter de la saucisse et quelques jouets. Les moscovites les plus chanceux ont reçu des colis de leurs proches qui habitent à la campagne ou dans des républiques moins touchées par la pénurie. Dans ces conditions, les Russes attendent comme un cauchemar la réforme de Boris Yeltsin, la libération des prix. Ce n'est pas possible, les prix ont déjà augmenté, même dans les magasins d'État. Je ne sais pas comment on va s'en sortir. En fait, c'est une véritable thérapie de choc que Yeltsin inflige à son pays. Son idée, il faut entrer dans l'économie de marché, même au prix d'une inflation galopante qui pourrait atteindre 600% en janvier. En contrepartie, Boris Yeltsin a promis de protéger les produits de première nécessité, l'alimentation pour bébés et les médicaments. Reste à savoir si ces mesures permettront d'éviter l'explosion sociale. Les premiers mois de l'année 92 seront un vrai test politique pour Boris Yeltsin. Invité du 19-20, Claude-Marie Vadreau, bonsoir. Vous êtes grand reporter au Journal du Dimanche. Et vous rentrez tout juste de Moscou. Vous êtes spécialiste de l'URSS, ou plutôt de l'ex-URSS. Quelles vont être les conséquences de la libéralisation des prix qui va avoir lieu dans 2 jours à Moscou? Les conséquences quotidiennes? Vous avez utilisé un mot juste tout à l'heure, c'est la tourmente. Effectivement, l'ex-Union soviétique et surtout la Russie plonge dans la tourmente parce que personne ne sait ce que va donner cette hausse des prix, cette libération des prix, ce qui veut dire qu'on va multiplier certains prix dans les boutiques d'État par 2, 3, 4, 5 et 6. L'électricité va coûter 6 fois plus cher, tout comme le téléphone, tout comme l'eau chaude, tout comme le chauffage. Et je ne sais pas comment les Russes, avec des salaires qui ne seront pas multipliés par 6, vont faire face. Alors s'ils veulent se nourrir aujourd'hui, par exemple, ils vont au marché, ils payent 200 roubles pour acheter un poulet. Mais 200 roubles, c'est le tiers du salaire minimum, du salaire moyen à Moscou. Donc c'est une véritable tourmente sociale. Et ça va tripler. Tout ça, il va y avoir une espèce d'appel d'air extraordinaire et il n'y a plus déjà beaucoup de lois actuellement à Moscou. C'est vraiment le règne du n'importe quoi et je crois que ça va être terrible pour les gens. Alors Boris Yeltsin parlait d'un électrochoc économique. Est-ce que ça ne va pas plutôt être le chaos? On s'attend à un chaos dans les jours à venir à Moscou. Je crois déjà que c'est actuellement le chaos à Moscou et en Russie et dans quelques autres républiques, y compris l'Ukraine, et que ça risque de s'aggraver parce que je ne vois pas à quoi les gens vont se raccrocher. Ils sont vraiment perdus devant ce qui se passe. Ça veut dire qu'on peut s'attendre à une révolte populaire, par exemple, dans les jours à venir? Une révolution sociale? C'est possible, mais ils sont tellement découragés, je dirais même humiliés de ce qui arrive à leur pays que peut-être qu'ils accepteront une fois de plus. Ça veut dire aussi qu'on peut voir se développer encore à Moscou le marché noir, encore plus? Il ne va bientôt plus y avoir que le marché noir, que le marché parallèle, accessible seulement à 5% de la population. Alors, on l'a vu à Minsk, Boris Yeltsin vient de subir un échec politique. Est-ce qu'à votre avis, il ne va pas être débordé par la situation dans les jours à venir? Je crains qu'il le soit effectivement assez rapidement, dans la mesure où autour de lui, d'abord, on se dispute. Et puis, ce qui devait être la bouée de sauvetage, c'est-à-dire l'union économique entre toutes ces républiques qui veulent vivre un peu leur nationalisme, ne se réalise pas. Or, elles ont toutes besoin les unes des autres. Or, on va jouer maintenant les égoïsmes. Chacun va vouloir garder ses produits, essayer de les vendre à l'Occident, y compris par des procédés de dumping. Et pendant ce temps-là, les Russes et les autres
attendront de quoi manger, de quoi se vêtir. Alors vous êtes très pessimiste. Si les Russes attendent de quoi manger, si Boris Eltsine peut être balayé dans les jours ou dans les mois à venir, qu'est-ce qui peut se passer dans l'ex-URSS? Écoutez, je dirais comme Michel Tourret qu'au-delà de 3 jours en ce moment, c'est comme la météo, on ne peut pas faire de prévision. Mais il y a toujours un Bonaparte qui veille quelque part. Claude-Marie Vadreau, je vous remercie. Et je signale vos 2 livres, le dernier qui vient de sortir chez Bayard Éditions, L'URSS, la roulette russe des nationalismes. Ça brille un petit peu, voilà, le voilà. Et votre premier livre sur l'URSS, Les nouveaux Russes, publié au Seuil. Les Occidentaux s'inquiètent à juste titre de l'avenir des républiques soviétiques, notamment dans le domaine nucléaire, et l'accord signé hier ne suffira pas à les rassurer. Le procureur de Gênes, en Italie, vient en effet de mettre à jour un trafic d'uranium. Il partait de Sibérie, destination le Proche-Orient, peut-être même l'Irak. Pierre Babet. 29 kilos d'uranium passés ici, à ce poste frontière italien, et interceptés là, à Côme, avec un passeur suisse. L'origine du trafic, ce centre militaire d'Irkoutsk. Les responsables, le colonel Oleg Petrovski et un colonel ukrainien, Vitali Tarsiuk. Un trafic dont l'Italie ne serait qu'une des plaques tournantes, avec des ramifications internationales jusqu'au Proche-Orient. Ce magistrat italien, Romano Dolce, est chargé de l'affaire. Il explique qu'après expertise de la CIA et de l'Agence internationale de l'énergie atomique, ce type de matériel est de l'uranium appauvri. Sa provenance, l'ex-URSS ne fait aucun doute, c'est de l'uranium faiblement radioactif. Il ne peut être utilisé que par un pays possédant la technologie soviétique d'uranium appauvri. La destination, elle non plus, ne fait aucun doute. Les pays les plus demandeurs sont bien connus, l'Iran, l'Irak. L'utilisation des armes nucléaires sommaires dans des lanceurs eux aussi très rustiques, c'est le premier trafic nucléaire de l'ex-URSS mis au jour. Les experts occidentaux craignent que ça ne soit pas le dernier. Même à quelques heures du changement d'année, la Yougoslavie ne connaît pas de trêve. Seul îlot de paix, Dubrovnik, où sera donné un concert pour la paix ce soir avec Barbara Hendricks. Ailleurs, les combats continuent, mais malgré les affrontements et le blocus de l'armée fédérale, les habitants d'Osijek veulent espérer et croire à la paix pour 1992. Reportage sur place d'Hervé Guéquière et Michel Anglade. À Osijek, c'est la guerre depuis plus de 6 mois. 1991 est à marquer d'une pierre noire dans l'histoire de la deuxième ville croate. Ici, au printemps dernier, il y avait 120 000 habitants. Aujourd'hui, 30 000 personnes, civils et militaires, survivent. Pour eux, pas question de quitter Osijek, pas question d'abandonner la ville aux Serbes, mais la cité est pratiquement encerclée. 1992 s'annonce mal. Ça, ce serait une année difficile, et puis la ville est détruite, comme vous voyez. Il va falloir tout reconstruire. Bon, ce serait une année difficile, avec beaucoup de déprivation, avec une vie comme on vivait en 46, disons, après la Deuxième Guerre. Osijek a en effet un parfum de Deuxième Guerre mondiale. Abris, caves, magasins souterrains, bref, la vie en sous-sol à cause des bombardements. L'hôpital n'échappe pas à la règle, mais le moral de la population, celui des gardes croates, même blessés, ne semble pas atteint. Je pense que l'an prochain, la situation sera nettement meilleure. La Croatie sera libre et indépendante en 92. Zvonimir, lui, est soldat depuis quelques semaines. Il s'est engagé pour défendre sa ville, Osijek, et il a le sentiment que la victoire est proche. Oui, il y aura la paix l'an prochain. Nous vaincrons, même si nous sommes les plus faibles. Nous gagnerons. Eux ont des avions, nous n'avons que nos fusils, mais nous gagnerons quand même. Zvonimir accompagne les civils juste de l'autre côté de la rivière Drava, en face d'Osijek, dans des faubourgs récemment reconquis par les Croates. Mais dans la bataille, Đuro a tout perdu. Vous pouvez regarder par vous-même, regardez ces destructions. Je n'ai rien à dire, c'est triste, c'est déplorable, je n'ai plus de mots.
Pour les soldats croates, pas de trêve de fin d'année. Ceux-là se préparent pour aller se battre en périphérie d'Osijek et ils ont tous l'espoir secret d'être rapidement aidés par l'Europe. Je pense que la situation va foncièrement changer après le 15 janvier, au moment des reconnaissances européennes et internationales. Car après la reconnaissance, nous pourrons obtenir plus d'aide, surtout militaire. La nuit de Noël, les Croates l'ont fêté à leur façon, feu d'artifice de balles traçantes. Ce soir, de la même manière, ils vont saluer 92 années de toutes les incertitudes. Et qui sait, les Yougoslaves ont peut-être raison d'espérer voir revenir la paix. On vient de l'apprendre. D'après l'agence Tanjung, l'armée et la présidence yougoslave ont accepté ce soir et sans réserve un plan de paix présenté par l'émissaire spécial des Nations Unies, Cyrus Vance, que vous voyez sur ces images. Cyrus Vance qui effectue sa 5e mission sur place. Reste à savoir si ce plan de paix sera respecté. Retour en France avec une intervention très musclée de la police hier soir à Marseille. La police qui voulait faire hospitaliser 2 Kurdes, déboutés du droit d'asile et affaiblis par une grève de la faim. Mais devant la résistance des Kurdes, l'intervention a tourné au coup de force et à l'affrontement. Didier Auriac. 22h30 hier soir, les forces de police s'apprêtent à prendre d'assaut le parvis de l'église des Réformés à Marseille. But de l'opération, dégager 2 des 40 Kurdes en grève de la faim pour protester contre le refus du gouvernement de leur accorder le droit d'asile. 2 hommes qui devraient être hospitalisés d'urgence. L'affrontement est violent, au coup de matraque les Kurdes réagissent en arrosant d'essence les forces de l'ordre. Bilan 10 blessés légers, 9 policiers et un manifestant et 3 interpellations. Une intervention condamnée par l'avocat des Kurdes. Selon lui, ces hommes doivent être aidés et non matraqués. La France est leur dernière chance. Certains Kurdes que j'ai pu défendre, par exemple, devant le tribunal correctionnel parce qu'ils avaient refusé cette reconduite à la frontière, sont des gens qui n'ont pas hésité à dire si vous persistez dans cette menace d'expulsion, ce sera mon cercueil que vous amènerez vers la Turquie. Hier soir, après avoir été évacués par les sauveteurs, les 2 grévistes de la faim les plus affaiblis ont donc été hospitalisés. Ils seraient désormais hors de danger. Aujourd'hui, le mouvement continue à Marseille. 4 autres Kurdes ont décidé de poursuivre cette grève de la faim devant Notre-Dame de la Garde. 31 décembre 91, 18h, c'était la date limite partout en France pour s'inscrire sur les listes électorales et des milliers de personnes sont allées dans les mairies. Mais en Corse, la mesure ne visait pas que les abstentionnistes, tout le monde a dû se réinscrire. C'est les fraudeurs que l'État visait, les fraudeurs ou plutôt les électeurs fantômes. Reportage en Corse du Sud de Jean-Baptiste Prédali et Marc Doux. Dans cette demande, il n'y a qu'un justificatif d'identité avec un... Depuis 3 mois, les 365 maires de Corse passent un examen particulier, celui de la liste électorale de leur commune. Depuis septembre, tous les électeurs insulaires ont été radiés. Pour se réinscrire, ils doivent prouver qu'ils votent là où ils vivent. Des magistrats contrôlent les opérations. À Arbori, à 50 km d'Ajaccio, décor de cartes postales et réalité de la Corse de l'intérieur, 65 habitants l'hiver, surtout des retraités. Ici, on mesure les effets de la réforme des listes électorales. Près de la moitié des 153 inscrits habituels ne pourront plus voter. Ils vivent ailleurs, à Ajaccio, sur le continent. Par 2 fois, Arbori a reçu la visite des juges de la commission de contrôle, mise en place spécialement. Examen pointilleux, discussion durant des heures, les juges en sont devenus fatalistes. Oh, il y a toujours les problèmes de justification du domicile, de résidence, qu'on trouve dans certains endroits, voilà, c'est tout. Et ils ont trouvé un cas litigieux, mais... Et encore, celui qui a litigieux, c'est quelqu'un qui vit au village. Au total, l'île devrait perdre 30% d'inscrits et surtout changer de corps électoral après cette révision sous haute surveillance. Conséquence, un scrutin et un paysage politique plus près des réalités dès mars 92. Les juges, eux, n'ont pas fini d'arpenter les routes. Dès demain, il y aura l'examen des recours avant l'établissement définitif des listes dans 10 jours. Le budget 91 est difficile à boucler pour certaines familles et pour les enfants passionnés de jeux nouveaux et qui ne veulent pas dévaliser leurs parents, une solution, la ludothèque, la bibliothèque de jeux. Il en existe une à Villebon, reportage des 2 Marie-Hélène, Tichou et Roqueton. Dans une ludothèque, on joue et on emprunte des jeux pour continuer à s'amuser chez soi. Moi je préfère jouer ici. Pourquoi? Parce que c'est bien, il y a beaucoup plus de jouets et puis on s'amuse bien.
La ludothèque n'est pas une halte garderie. Les enfants de moins de 7 ans viennent avec leurs parents ou leurs grands-parents. Il n'y a pas d'âge pour participer aux activités, la seule règle, ranger après s'être amusé. Le grand-père d'Aurélie vient tous les mercredis. Sa petite fille joue et lui se plonge dans la lecture. En l'attendant, je m'instruis sur l'anglais, en lisant des livres d'enfants. Au hit-parade de la location, les jeux de société arrivent en 3e position. Le prix pour 15 jours d'emprunt, 6 francs par jeu. Ici, tout peut s'emprunter, sauf les poupées et les peluches. Les enfants s'y attachent trop. En tout cas, pour les parents, c'est une bonne façon de faire des économies ou du moins d'éviter les erreurs. C'est surtout pour que mes enfants puissent essayer les jeux avant d'investir, parce qu'il y a des jeux des fois qui ne leur plaisent pas, ils jouent une fois avec et ça suffit. Les adolescents, eux, préfèrent les consoles vidéo. Ici, c'est chacun son tour pour découvrir les dernières nouveautés. À 400 francs la cassette dans le commerce, les parents résistent. Alors reste la location, mais limitée à une semaine, au grand drame des enfants. Les jeux sont demandés et donc il y a plusieurs personnes dessus. Il faudra en plusieurs exemplaires. Ouverte depuis 2 ans, la ludothèque de Villebon ne désemplit pas. Elles sont 1000 en France, regroupées en associations. En janvier prochain, pour la première fois, elles seront présentes au Salon du Jouet. Les fabricants les ont invitées. Les industriels du jouet nous considèrent véritablement comme des partenaires et ils se rendent compte qu'à la ludothèque, c'est un lieu d'expérimentation qui permet ensuite aux ludothécaires de faire un retour direct aux fabricants. Aujourd'hui, dès l'âge de 4 ans, ce sont les enfants qui choisissent leurs jouets et non plus les parents. Vous allez le voir, pour d'autres, l'argent n'est pas vraiment un problème. Caviar à la louche, champagne en McDom, les clichés ont la vie dure. Mais il est vrai que pour certains, quelques happy few, le cliché se transforme en réalité. Installés dans les grands palaces de la Côte d'Azur, ce soir, ils ne compteront pas, peu importe le prix, pourvu qu'on ait l'ivresse. Reportage à Nice de Jean-Bernard Vitiello et Bernard Perrano. Sur la Côte d'Azur, pour certains, l'année Mozart se terminera comme elle avait commencé. Sous le soleil, dans le luxe et le faste traditionnel des palaces de Monaco, Nice ou Cannes, qui offriront des soirées de réveillon spectaculaires pour des prix qui ne le seront pas moins. Dès cet après-midi, il y avait un certain air de fête sur la Croisette, tandis que la plupart des établissements affichaient complets, grâce à un afflux massif de touristes fortunés et souvent habitués. Aller ailleurs, pour nous, c'est impensable. Aller ailleurs, c'est l'hôtel. Mais ici, pour moi, c'est pas l'hôtel. Parce que j'ai tout ici. C'est votre maison ici? C'est ma maison. J'ai la femme de chambre qui me connaît. Tout le monde nous connaît ici. Et nous y sommes tellement bien que je vois pas où je pourrais être mieux. Au Carlton, à soirée d'exception, repas d'exception sous la houlette du chef, 2050 francs par personne, 20 non compris, le Pomerol 63 viendra s'ajouter plus tard à l'addition. Décor de rêve pour une frange de population richissime qui dînera sur des nappes brodées de fil d'or. Peu importe le prix, l'important est de s'amuser, morosité ambiante ou pas. C'est sûr que cette soirée coûte très cher. Combien? 1,2 million à peu près. En investissement? En investissement au départ. C'est vrai que c'est très cher. Mais c'est la fête, c'est le Carlton, c'est sûr. 91, on la termine en beauté. Reste que pour aller jusqu'au bout du rêve, vous avez le droit de découvrir la suite royale, réservée ce soir par un Parisien pour passer le nouvel an avec des amis. Il lui en coûtera 42 000 francs pour la nuit. À ce prix, on peut rappeler que les chapeaux et les cotillons seront fournis par la maison. La tradition toujours mais plus fraîche, celle de Pinocchio, un conte de fées joué par des enfants, des gamins de 7 ans sur scène pour une comédie théâtrale et musicale au Gymnase à Paris. Dominique Poncet et Jean-Jacques Ledeuil ont rencontré l'artiste. Oh non, non, debout. Quel nom vais-je bien pouvoir te donner? Alors, comment tu es devenu Pinocchio? D'abord, ma mère a téléphoné à Philippe. Après, on a fait des recettes. Un joyeux lutin. Il s'appelle Guinal Barthélemy. Et bien qu'il vienne tout juste d'avoir l'âge de raison, il est déjà sérieux comme un pape. C'est vrai qu'il a été choisi entre mille pour jouer Pinocchio en alternance avec un autre petit garçon, prénommé lui Dimitri. À écouter Guinal, ça ne serait vraiment pas difficile de devenir acteur. Après, ça a duré un mois pour répéter. Et après, on a commencé à jouer. S'il vous plaît, madame, vous n'auriez pas un tout petit mot
pauvre petite marionnette qui meurt de faim. Una marionetta, attenzione! 1, 2, 3! Au début, j'ai peur, j'ai un peu la trouille. Et après, j'ai plus du tout peur. Ça te fait loucher d'avoir un grand nez comme ça? Pas du tout. Tu as été sage? Si, même que j'en ai, je sais lire, écrire et compter. Je voulais vraiment que les Pinocchio soient représentés par des véritables enfants. C'est là où tout commence, parce qu'il y a des tas de difficultés, mais c'est là aussi où naît une magie, je pense. Ce Pinocchio, proposé par la compagnie de l'Enfant Cigale et joué aussi par des comédiens professionnels, est tout simplement formidable car pas une seconde, il ne bascule dans la naïveté débile. Rares sont les spectacles pour enfants aussi bien adaptés à leur imaginaire. Voilà, fin du dernier 19-20 de l'année 1991. Votre prochain rendez-vous avec la rédaction, c'est à 22h15, soir 3 présenté par Marc Hautement. Dans quelques secondes, sur la 3, les vœux du président de la République. À l'année prochaine, 19h, la rédaction de la 3 se joint à moi pour vous souhaiter une très belle année 92. À demain 19h, bonsoir.